On va reprendre donc le cours de la matinée. Du coup, maintenant, nous avons une intervention donc, de Stéphane Routier, qui est chef de service des équipes mobiles au SAMU social. Et une intervention qui, je pense, va venir un peu justement compléter aussi une approche, mais qui vient d'être donnée par Philippe Sabot, mais de manière plus concrète aussi, puisqu'il va décrire aussi des réalités du terrain. Donc, c'était l'intérêt aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous prêtez aussi à l'exercice. Merci, exercice difficile. J'aurais à compter sur votre indulgence. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, Stéphane Routier, je suis chef de service pour le 115 et le SAMU social au sein d'une association, la CMAO, la coordination mobile d'accueil et d'orientation, qui porte à la fois donc ces deux services, le 115, qui est un numéro d'appel pour les personnes sans abri, et le SAMU social, qui est une équipe d'aller vers ces mêmes personnes sans abri. Association qui porte aussi le SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation, un service qui vise à mettre en lien offre et demande d'hébergement et donc sur le territoire de l'arrondissement de Lille, et qui vise aussi à promouvoir, ça c'est un peu plus récent, une politique dite de logement d'abord. Lorsque j'ai été sollicité par Hélène pour proposer une illustration de ce que je comprends comme la mise en pratique professionnelle d'une philosophie, une idée s'est rapidement invitée. Il était tout à la fois question d'urgence sociale et de pratique du care. Tout aussi rapidement, je me suis proposé de revenir sur l'histoire d'une personne que j'avais rencontrée puis accompagnée et dont je peux dire maintenant qu'elle est à la source d'une réflexion personnelle mais aussi institutionnelle quant au caractère indissociable du care et du travail social auprès de personnes qu'un processus de marginalisation aura conduit à ce qui pourrait être considéré ici comme une forme de consommation spécifique, celle d'une offre de service proposée par le SAMU social. Djilali, c'est son prénom, est donc né dans les années 30 à Beni Dergine, en Algérie. Il est rencontré par une équipe du SAMU social pour la première fois en 2005. Il quitte alors un foyer d'hébergement dans lequel il avait vécu depuis l'hiver 96. L'équipe l'ayant jusque-là accompagné nous décrit un homme sociable qui met l'ambiance, mais pour qui il aura fallu attendre 4 ans avant qu'il décide d'intégrer un hébergement. En 2005, donc, il ne comprend pas le déménagement de ce même foyer, pourtant sur le même secteur, le même quartier de Lille. Et il reprend les habitudes qu'il avait quittées 9 ans plus tôt, se réinstallant à la rue jour et nuit et dormant devant l'entrée d'un magasin. Personnellement, j'arrive dans l'équipe en 2008 et fais rapidement sa connaissance. Il a alors 74 ans et n'a jamais véritablement changé de discours. Il souhaite, dit-il, le minimum, disant ne pas être en capacité d'accéder à ce qu'il résume en un autre chose. Je mets des guillemets. Nous connaissons assez peu de son histoire personnelle. Il aurait fait partie de l'armée française durant la guerre d'indépendance en Algérie, serait arrivé en Europe, en Belgique ou en France en 1963 et aurait travaillé 25 ans, sans qu'aucune de ces informations ne soit ni tout à fait claire, ni tout à fait vérifiable. Il reste cependant que lorsqu'il discute du passé, certaines dates et éléments de parcours reviennent régulièrement. Il en est ainsi de l'année 1983, qui semble être pour lui une année charnière durant laquelle il dit avoir tout perdu. Son travail, son logement, sa famille. Il aurait une fille, cette dernière aurait tenté de reprendre contact sans que la démarche ne porte ses fruits. Il lui arrive d'évoquer une longue période, il parle le plus souvent de 9 ans, marquée par l'enfermement entre hôpital et prison, ou en tout cas
hôpital ou prison, on ne sait pas trop, sans qu'il nous soit possible de distinguer plus précisément son parcours. Il reste en tout cas marqué par des événements auxquels auraient très certainement participé des services de police, de justice et de soins. Désormais installé à la rue, monsieur accepte volontiers de discuter sans pour autant relever nos propositions d'accompagnement, que ce soit vers des services sociaux, de soins pour des bilans somatiques ou psychiatriques, voire des hébergements. Il fait dans le même temps l'objet d'une mesure de tutelle, mais n'a strictement aucune conscience de son intérêt. Cette protection a été demandée à l'époque où il résidait en foyer. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il ne comprend pas qu'une femme, et j'ouvre les guillemets, qui n'est pas la sienne, puisse gérer son budget. Il doute aussi du fait qu'il puisse avoir des ressources puisqu'il pense devoir travailler pour cela. Cette même tutelle tente plusieurs fois de lui remettre d'argent en main propre. Le SAMU social l'accompagne en ce sens, mais jamais il n'accepte. Il vit donc de la générosité du voisinage et des dons que peuvent lui faire les maraudes lors de leur passage, s'alimentant de ce qui lui est apporté ou de ce qu'il trouve dans les poubelles. Djilali n'accepte donc pas les hébergements. Une proposition de logement lui est faite, elle est construite en lien avec la tutelle. Il semble d'abord intéressé, mais refuse finalement de suivre une équipe du SAMU social, ne serait-ce que pour visiter le logement. La protection juridique dont il fait l'objet lui assure une situation administrative que nous qualifierions de à jour. Il est domicilié, perçoit une pension d'invalide de retraite, à hauteur de 70 € mensuels, bénéficie d'une couverture sociale. La seule chose qu'on puisse noter, c'est que sa carte d'identité doit être refaite. Il apparaît évident qu'il n'a pas vu de médecin depuis très longtemps. Des rencontres à la rue ont bien été organisées avec une équipe mobile de psychiatrie, mais il n'a souhaité ni discuter plus avant de sa situation, ni relever les propositions de soins. Pourtant, il faut bien noter qu'il tient parfois des propos incohérents, confus, mélangeant des éléments du passé avec le présent. Il lui arrive, par exemple, de nous indiquer qu'il doit demander à son employeur s'il peut nous suivre. Et il intègre régulièrement à son discours des contenus manifestement imaginaires. Il entend parfois une radio allumée dans sa tête, un reportage ou fil d'actualité répétant des événements marquants des années 80 et portant le plus souvent sur deux de nos anciens et illustres présidents, messieurs François Mitterrand et Jacques Chirac. Son état somatique pose évidemment question. Il a 76 ans, il dort chaque nuit exposé aux conditions climatiques, s'abritant d'une simple couverture et de nombreuses couches de vêtements dont il semble qu'il n'ait pas changé depuis plusieurs années. Il accepte difficilement les dons de vêture et les garde en réserve dans l'un des nombreux sacs qu'il a avec lui en permanence. Nous sommes globalement dans ce qui pourrait être considéré a priori dans une impasse. Nos propositions sont systématiquement et très gentiment écartées. Nos multiples tentatives ne permettent pas ce que le travail social vise en général, à savoir l'évocation puis la construction d'un projet personnalisé. Si l'accompagnement social ouvre nécessairement sur une forme de contractualisation, elle est ici tacite, invisible. Elle consiste pour l'essentiel en un respect mutuel et une disponibilité réciproque. Les relations que nous entretenons sont le plus souvent très positives. Il nous sollicite parfois, demandant que nous revenions le voir régulièrement. Il arrive aussi qu'il ne se rende pas disponible, s'écarte et nous demande de revenir plus tard. Il semble alors effacé, parfois perturbé par des voix intérieures, entravant, en tout cas c'est le sentiment qu'on en a, entravant tout rapport à autrui. Depuis des années, donc, Djilali a pris ses habitudes dans une rue commerçante et animée. Il y côtoie un ami avec qui il lui arrive de partager son lieu de sommeil,
Considérant cet ami, nous tentons de proposer une solution pour deux. Il écarte encore la proposition. Le questionnement, à la suite de propositions quelque peu biographiques, c'est clairement que proposer à une personne de 76 ans disant ne vouloir ou ne pas pouvoir bouger. Les éléments psychiatriques observés associés au risque de froid, de déshydratation, d'agression à la rue nous ont conduit à demander l'avis d'un médecin. La question d'un soin à la demande d'un tiers, on disait à l'époque une hospitalisation à la demande d'un tiers, a été posée. Et on se pose la question de savoir dans quelle mesure cette mesure, justement, nécessairement violente, privative de liberté, lorsqu'un homme refuse toute prise en charge, et quel que soit le niveau de nos inquiétudes, ce monsieur survit tant bien que mal à la rue depuis maintenant de nombreuses années, dans quelle mesure nous sommes légitimes à le contraindre. Un traitement médicamenteux est envisagé, mais est-ce qu'il pourrait participer d'un mieux-être? En mieux, mais en résumé, peut-être aussi en mieux d'ailleurs, comment entrer dans une logique de rétablissement? Doit-on le laisser continuer sur un mode de vie marginal, en tout cas qui pourrait être qualifié comme tel, accepter ce qui de prime abord semble être un choix, mais qui pourrait tout autant être qualifié d'incapacité à agir, pathologique ou non? Comment parler de péril imminent, motif d'une intervention contre son gré, lorsque la situation s'inscrit dans une temporalité aussi longue? Les années passent et nous restons en lien, parfois quotidiennement, à toute heure du jour et de la nuit, quitte à passer le voir sans le réveiller, juste pour nous rassurer, parce que nous sommes inquiets lorsque les températures baissent ou montent dangereusement, parce qu'aussi il n'accepte d'échanger qu'avec quelques-uns d'entre nous, parce qu'il nous semble isolé, son réseau social plus que restreint, et parce qu'enfin il est susceptible de se trouver gravement fragilisé. C'est ainsi qu'en février 2014, les pompiers interviennent auprès de lui, précédant de quelques minutes le SAMU social, qui lui n'a ni gyrophare ni sirène, mais qui a été appelé par des voisins. Sa santé s'est rapidement dégradée, il souffre manifestement mais refuse d'aller à l'hôpital, ne souhaitant pas être accompagné par des personnes qu'il ne connaît pas. L'arrivée du SAMU social le rassure manifestement. Des personnes au visage connu lui confirment son besoin de soins, entendent son souhait d'être accompagné tout en faisant garder ses effets personnels, ses fameux et nombreux sacs au contenu resté mystérieux. Il va jusqu'à l'hôpital. Après quelques jours de soins, il accepte même d'entrer en structure d'hébergement, en lit halte soins santé. C'est dans cet établissement qu'il s'éteindra paisiblement 3 ans plus tard, le 12 mai 2017. Dans l'intervalle, il aura voulu nous faire parvenir quelques photos de lui métamorphosé, souriant, très souriant même, ayant enfin élu domicile dans un lieu où il aura pu se retrouver et retrouver les autres. C'est cette même année 2017, et sans que j'en m'en aperçoive tout à fait à l'époque, en tout cas sans que je ne perçoive réellement le lien à ce moment-là, que je débute une petite et humble recherche portant sur le sens de l'action professionnelle dans le champ de l'urgence sociale. J'interroge alors les rôles, fonctions et capacités d'action des sujets impliqués dans ce même champ. Considérant un contexte de massification des besoins de logement, de diversification des publics en situation de vie à la rue, je questionne une action professionnelle dont je constate, je ne peux faire autrement, qu'elle se trouve parfois, voire souvent démunie. L'approche plurielle des situations éducatives fondée par Jacques Ardouineux dans les années 80
envisageant les multiples facettes d'une réalité sociale complexe, me propose d'avancer de manière inductive à la recherche de quelques hypothèses. Une lecture des différents niveaux d'intelligibilité, du politique au psychologique, me conduit à appréhender certains des enjeux en cours. À un niveau politique, la politisation de l'urgence sociale et le droit au logement. À un niveau institutionnel, la gouvernance et l'identité associative. À un niveau organisationnel, les conditions de travail et les changements environnementaux. À un niveau groupal, la cohésion d'une équipe et les règles de métier, ce qu'on pourrait appeler la déontique. Et à un niveau interindividuel, les questions d'accompagnement social et la pratique du care. Progressant vers le niveau interindividuel, l'analyse psychodynamicienne du travail, proposée par Christophe Dejour, me permet d'appréhender l'enjeu de sens associé à l'identité des professionnels. Cette recherche m'offre alors une hypothèse de care, désormais comprise de manière transversale, en termes d'engagement, d'œuvres communes, de collectifs, d'interdépendance, de règles de métier et de compétences mises à disposition des personnes sans abri. D'un point de vue global, la philosophie du care offre finalement une relecture de la notion de projet associatif portée par une vision de coopération. De l'urgence à l'importance sociale, une éthique relationnelle consciente de notre altérité pourrait se distinguer en ce qu'elle serait définie à partir de valeurs et de buts retranscrits en mission, fondés sur des choix échangés, poursuivis et ajustés dans le temps. Dans l'éthique du care, Fabienne Brugère expose une pensée à la fois psychologique et politique, capable de porter l'idée d'importance dans le champ professionnel de l'urgence sociale. Elle y fait valoir une éthique relationnelle consciente de notre altérité et qui ambitionne la restructuration des liens avec les plus vulnérables, par l'activité de prendre soin d'eux et le fait psychique de se soucier d'eux. Il est désormais donc question pour le SAMU social de soutenir les émancipations, de saisir les meilleures possibilités d'action en fonction des circonstances, de valoriser notre interdépendance tout en envisageant chacun de manière singulière, de développer le pouvoir d'agir, des laissés pour compte, tels qu'il l'expose et le souhaite. Je dois encore aujourd'hui remercier Djilali, consommateur à sa manière d'un soin relationnel dispensé par les équipes du SAMU social. Son histoire incarne parfaitement le sens donné à l'action de long terme et l'importance de cette dernière dans un contexte le plus souvent qualifié d'urgent. Il s'agit de veiller et de prendre soin dans la durée des personnes marginalisées, plutôt que de proposer une logique, je pourrais qualifier d'utilitariste, une logique de prestation. L'instauration d'une relation de soins nécessite du temps, celui de la rencontre et de la reconnaissance mutuelle. La philosophie du care porte en elle le sens de l'action médico-sociale dans un contexte où se multiplient pourtant les sollicitations, toujours plus urgentes et descendantes. Pour conclure rapidement, certains demanderont peut-être « mais que faites-vous » Je répondrai assez tranquillement « nous discutons ». Merci à vous.